Lumière grise filtrée à travers les étroites fenêtres de la pénitencier d'État de Riverbend, comme si même le soleil hésitait à témoigner ce qui se déroulerait au sein de ses murs. Conrad Bellini gisait immobile sur le lit d'acier de sa cellule de détention, yeux fixés sur l'horloge, 6 heures du matin. Dans 3 heures, ils administreraient l'injection létale. 6 ans d'appel avaient échoué. 6 ans de proclamation de son innocence étaient tombés dans l'oreille d'un sourd. L'homme qu'ils appelaient le chef gentilhomme, celui qui avait juré de ne jamais nuire aux femmes, enfants ou innocents, mourait pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Le son de pas mesurés brisa le silence suffocant. Gardienne Patricia Holbrook apparut à sa cellule. Son visage un masque entraîné de professionnalisme froid. Bellini. Les dernières demandes sont sujettes à approbation, elle déclara platement. La voix de Conrad émergea comme du gravier raclant contre du béton. S'il vous plaît, gardienne, laissez-moi voir César une dernière fois. Votre chien, quelque chose vacilla dans ses yeux, inattendu, presque humain. Un chef de mafia face à la mort. Et tout ce qu'il voulait était voir son chien. Il m'a sauvé avant. La gorge de Conrad se serra. J'ai juste besoin de dire au revoir. La gardienne hésita. En 30 ans, elle avait entendu d'innombrables dernières demandes, s'il vous plaît pour la miséricorde, des marchandages désespérés, même des menaces. Mais jamais ceci, jamais quelque chose de si simple. Elle hocha la tête une fois. J'appellerai Mademoiselle Hartley. Alors que ses pas s'estompaient dans le couloir, Conrad ferma ses yeux. Quelque part à travers la ville, un mastif napolitain mourant attendait toujours près de la porte chaque matin, espérant que son maître rentrerait à la maison. Ni l'un ni l'autre ne savaient que cette simple demande, le souhait d'un homme condamné de voir son chien une dernière fois, mettrait en mouvement des événements qui secoueraient les fondations de la justice elle-même, exposerait la corruption au plus haut niveau et révélerait une vérité qui avait attendu 6 longues années pour être racontée. Si cette histoire touche votre cœur, écrasez ce bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui croit en la loyauté. Abonnez-vous maintenant parce que ce qui arrivera ensuite changera tout ce que vous pensiez savoir sur la justice. Mais pour comprendre cette histoire, nous devons d'abord y comprendre l'homme derrière la légende et la femme qui n'a jamais cessé de croire en lui. Nous devons remonter le temps au jour avant que les barreaux de prison ne séparent 2 personnes et un chien fidèle. Conrad Bellini n'est pas né pour être un baron du crime. À 22 ans, il était un marine qui avait déjà vécu 2 déploiements au combat. Il avait vu des frères en uniforme tomber à ses côtés. Quand il est revenu en Amérique, Conrad portait des blessures que personne ne pouvait voir. Chaque nuit, des coups de feu résonnaient encore dans son crâne. Sueur froide trempait sa chemise chaque fois que les cauchemars venaient. Le TSPT a transformé le jeune soldat, qui avait autrefois été intrépide, en une ombre tremblante dans l'obscurité. Puis son père est mort quand Conrad avait 25 ans, lui laissant l'Empire Bellini, l'une des familles les plus puissantes dans le monde souterrain du New Jersey. Conrad n'eut pas le choix sinon de prendre le relais, mais il le fit à sa manière. Il établit une règle de fer que personne n'était autorisé à briser. Ne jamais toucher les femmes, les enfants ou les innocents. Cette règle lui a valu le nom de le chef gentilhomme. Et cela fit aussi que d'autres familles mafieuses le haïssent, surtout Salvatore Greco, un homme qui a fait des millions de dollars grâce à un réseau de trafic humain. Conrad dirigeait constamment l'entreprise familiale vers la légitimité, des casinos sous licence, l'immobilier, une chaîne de restaurants. Il voulait sortir de l'obscurité, mais l'obscurité dans son esprit n'était pas si facile à échapper. Les cauchemars venaient toujours et Conrad avait une fois pensé à tout arrêter jusqu'à ce qu'il rencontre Cesare, un mastif napolitain abandonné dans un refuge car personne ne voulait l'adopter. 70 liquides de chair et d'os avec un visage ridé gris-plomb qui ressemblait à un monstre sorti d'un film d'horreur. Le personnel du refuge dit à Conrad que le chien était sur le point d'être euthanasié parce que personne ne le voulait. Mais Conrad regarda dans les yeux ambrés de César et vit quelque chose de familier.
Une créature rejetée par le monde et toujours souffrant d'être aimée. Il ramena Césarée à la maison ce jour même et le chien le sauva. Quand les cauchemars frappaient, Chaser se couchait simplement sur la poitrine de Conrad. Soit son mantequille de chair et d'os chaud, comme s'il savait que Conrad avait besoin d'être ancré à ce monde. Il ne demanda rien, ne jugea rien. Il était juste là, loyal et patient. Isabelle Hartley, Belle, comme elle était habituellement appelée, était une autre âme que la vie avait battue. À 19 ans, elle perdit à la fois son père et sa mère dans un accident de voiture. Un camion perdit le contrôle sur l'autoroute et en un instant, Belle devint une orpheline avec un frère cadet de 17 ans qui avait besoin d'elle. Elle abandonna ses études, travailla 3 emplois à la fois pour élever Jem et rembourser des dettes. Quand elle devint finalement infirmière aux urgences à l'hôpital de Newark, elle pensa que la vie allait lentement mieux. Mais le destin ne lâcherait toujours pas. Jem tomba dans la drogue, puis dut de l'argent à un gang. Quand Belle avait 24 ans, son frère fut trouvé dans une ruelle à Camden, 3 balles dans sa poitrine. La police appela cela un paiement de dette. Belle appela cela le jour où elle mourut à moitié. Elle continua à travailler 60 heures par semaine pour payer la dette que James avait laissée derrière. Les collecteurs ne se souciaient pas que James soit mort. Ils voulaient leur argent. Puis une nuit à 3 heures du matin, Conrad Bellini entra dans la salle d'urgence avec un de ses hommes qui avait été poignardé, du sang partout sur ses mains. Belle était l'infirmière de garde cette nuit-là. Elle savait qui il était. Les journaux l'appelaient un monstre, un chef de sang-froid. Mais elle vit la façon dont il s'inquiétait pour l'homme blessé, la façon dont il dit merci quand elle eut fini de penser, la façon dont ses yeux ne contenaient aucune de la cruauté qu'elle avait imaginée. Quand Conrad apprit la dette de Belle, il la paya toute en une seule nuit. Quand les collecteurs osèrent encore la menacer, il s'assura qu'il n'apparaîtrait plus jamais. Belle ne demanda pas comment. Elle savait seulement que pour la première fois de sa vie, quelqu'un était de son côté. L'amour arriva lentement, comme l'aube après une longue nuit. Les fiançailles eurent lieu dans un penthouse surplombant Manhattan. César se blottit à leurs pieds. 3 semaines plus tard, le sénateur Richard Calloway fut tué et Conrad fut arrêté. La vie de Belle s'effondra à nouveau. Les biens furent gelés. Des amis tournèrent de dos. La société rejeta la fiancée d'un meurtrier. Elle perdit son emploi à l'hôpital. Personne ne voulait employer une femme dont le nom était lié à la mafia. Le penthouse disparut, remplacé par un appartement minable à Jersey City. Belle travailla le quart de nuit dans un café, seule prenant soin de Césarée, seule visitant Conrad derrière la vitre de prison chaque semaine. 6 ans passèrent de cette façon. 2 personnes que la vie avait brisées se trouvèrent. Mais le destin ne les lâcherait toujours pas. Il voulait les tester une fois de plus. 7 fois avec la mort. À 5h30 du matin, dans un appartement minable à Jersey City, Belle dérivait profondément dans le sommeil. Elle rêva qu'elle valsait avec Conrad dans le vieux penthouse, lumière dorée douce se répandant, musique classique résonnant dans l'air, et César blotti sur le canapé en cuir, les regardant avec des yeux ambrés chatoyants. Dans le rêve, Conrad sourit, sa main chaude à sa taille, et le monde extérieur n'existait pas. Il n'y avait pas de prison, pas de condamnation à mort, pas de 6 ans de séparation. Il n'y avait que la musique et l'amour. Le téléphone sonna et déchira le rêve comme une lame enfoncée à travers la nuit. Belle se réveilla en sursaut, son cœur battant, sa main tremblante alors qu'elle atteignait le téléphone sur la table de chevet. L'écran s'enflamma, montrant un numéro inconnu. Elle entendit la voix froide de la gardienne Holbrook à l'autre bout, l'informant que Conrad Bellini avait demandé à voir son chien avant l'exécution et elle avait 2 heures pour amener César à la prison. Le téléphone glissa de la main de Belle. Elle s'assit rigide sur le lit, fixant le mur taché devant elle et ne voyant rien du tout. Ceci était réel. Aujourd'hui, Conrad mourait.
6 ans d'attente, 6 ans d'espoir, 6 ans de combat. Tout cela finirait dans quelques heures. Elle avait su que ce jour viendrait. Elle s'y était préparée 100 fois. Mais quand il arriva vraiment, elle se sentait toujours comme si quelqu'un écrasait le souffle hors de son cœur. Une lourde expiration laborieuse tira Belle hors de son choc. Shizura gisait sur le sol de la chambre, au même endroit où il avait dormi chaque nuit pendant 6 ans, comme s'il gardait son repos à la place de Conrad. Le vieux chien avait 8 ans maintenant, son pelage gris plombe n'était plus lisse, les rides sur son visage plus profondes, sa respiration plus lourde à chaque mois qui passait, mais ses yeux ambrés s'illuminaient toujours chaque fois qu'il entendait le nom de Conrad. Pendant 6 ans, César s'était assis près de la porte chaque matin, les oreilles dressées au son des pas dans le couloir, attendant toujours le propriétaire qu'il ne savait pas qu'il pourrait ne jamais rentrer à la maison. Belle s'agenouilla à côté de lui, ses mains caressant la fourrure grise rugueuse. Des larmes coulèrent en silence alors qu'elle chuchotait qu'aujourd'hui ils allaient voir Conrad. Pour la dernière fois, Cheshire entendit le nom familier, et ses yeux s'illuminèrent aussitôt, et il essaya de se lever malgré le poids de son corps. Ses pattes arrière tremblèrent, mais il poussa quand même, comme s'il comprenait que cela importait. Belle ne savait pas ce que le chien cachait à l'intérieur de ce corps vieillissant. Elle pensait seulement que Cheshire était vieux, pensait seulement qu'il s'affaiblissait parce qu'il manquait son propriétaire. Elle ne savait pas que Shizure portait un secret qui avait attendu 6 ans pour être trouvé et une maladie qui le rongeait silencieusement jour après jour. Elle s'habilla à la hâte, prit la laisse de Shizure, et les deux sortirent sous un ciel qui ne s'était pas entièrement éclairci. La ville dormait encore. Mais pour Belle, ce fut l'aube la plus sombre de sa vie. Au même moment, à quelques kilomètres de là, un autre homme ne pouvait pas dormir non plus. Détective Frank Morrison, 55 ans, était assis dans son bureau à domicile, entouré des dossiers de l'affaire Bellini qu'il avait bouclé impeccablement 6 ans plus tôt. C'était lui qui avait monté l'affaire, qui avait rassemblé les preuves, qui avait mis Conrad Bellini dans le couloir de la mort. Les preuves avaient semblé à toute épreuve à l'époque. Les empreintes digitales de Conrad sur l'arme du meurtre. Un témoin qu'il avait entendu menacer le sénateur Calloway une semaine avant la mort de l'homme. 2 millions de dollars apparaissant mystérieusement sur le compte de Conrad juste après le meurtre. Une affaire parfaite. Une condamnation facile. Mais dernièrement, Morrison ne pouvait pas dormir. Sa conscience le tourmentait chaque nuit et il ne pouvait pas comprendre pourquoi jusqu'à ce qu'il revienne sur le dossier et trouve quelque chose d'étrange. Il y avait une deuxième empreinte digitale sur le couteau à côté d'une note à l'encre rouge qui disait « non concluant ». Mais cette encre rouge semblait plus neuve que le reste des papiers, comme si quelqu'un l'avait ajoutée après la clôture de l'affaire. Morrison se rappela que l'agent du FBI, Kenneth Marsh, avait assisté à l'enquête, s'insérant avec une force inhabituelle. Pourquoi le FBI se soucierait-il du meurtre d'un chef de mafia local? Pourquoi Marsh avait-il voulu participer? C'étaient des questions qui auraient dû être posées il y a 6 ans. Mais Morrison avait été trop satisfait de son affaire parfaite. Il regarda l'horloge au mur. Dans quelques heures, Conrad Bellini serait attaché et injecté. S'il s'était trompé, s'il avait condamné le mauvais homme, allez-ben, y avait-il encore du temps? Alors que Belle se préparait pour une dernière visite, un autre homme commençait à poser les questions qu'il aurait dû poser 6 ans plus tôt. Parfois, la vérité a besoin de 2 personnes cherchant de 2 côtés, une qui aime et une qui a une fois condamné. Dans la salle de préparation du couloir de la mort, Conrad Bellini avait été changé en la tenue orange réservée à un homme sur le point d'être exécuté. L'uniforme pendait lâche sur un corps qui était devenu beaucoup plus mince après 6 ans derrière les barreaux. Mais il se tenait toujours droit, s'accrochait toujours à une dignité que même le fer ne pouvait voler. À côté de lui, Père Daniel O'Brien s'assit en silence, les 2 mains serrées autour d'un chapelet, ses lèvres bougeant avec des prières chuchotées. Ce chapelain de prison de 60 ans était la seule personne en 6 ans à avoir dit à Conrad qu'il croyait qu'il était innocent. Non pas à cause de preuves,
non pas à cause de logique, mais parce qu'il avait regardé dans les yeux de Conrad et vu une âme souffrant d'une injustice, non un meurtrier. Le silence s'étira à travers la pièce froide, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge, comptant les dernières secondes d'une vie. Puis Conrad demanda soudainement si le père pensait que les chiens allaient au ciel. La question inattendue fit lever les yeux au père O'Brien, mais il ne sembla pas surpris. Il esquissa un léger sourire et dit qu'il croyait que Dieu ne séparerait pas ceux qui s'aimaient vraiment. Conrad hocha la tête, son regard lointain, comme s'il regardait vers un endroit lointain, de retour au jour avant que tout ne s'effondre. Il raconta au père à propos de ses oreilles, à propos du chien qu'il avait sauvé de lui-même après les cauchemars qui le suivaient de retour du champ de bataille. Il dit que Shazer ne le regardait jamais de la façon dont le monde le faisait, que pour les journaux il était un monstre. Pour le tribunal, il était un tueur. Mais pour Chézerey, il était seulement Conrad, l'homme qui le nourrissait, lui grattait derrière les oreilles et le laissait dormir sur le lit, même s'il pesait 60 kilos. La voix de Conrad baissa quand il parla de Belle. Il dit qu'il n'avait pas peur de mourir, qu'il avait affronté la mort de nombreuses fois sur le champ de bataille et y était préparé depuis longtemps. Ce qu'il craignait était que Belle vive le reste de sa vie croyant qu'elle avait aimé un meurtrier, croyant que les 6 ans qu'elle avait attendus avaient été pour un homme qui ne le méritait pas. Père O'Brien prit la main de Conrad, vieille mais chaude, et dit que la vérité ne meurt jamais, que parfois elle a seulement besoin de temps pour être trouvée. Conrad sourit tristement, le sourire d'un homme qui avait accepté son destin, et répondit qu'il n'avait plus de temps. À 7h45 du matin, la vieille voiture de Bell s'arrêta devant les portes de la pénitencier d'État de Riverbend. Le bâtiment gris se dressait comme un bloc massif de béton, froid et indifférent, sans fenêtre au niveau inférieur, comme s'il ne voulait pas que quiconque à l'intérieur voie le monde libre à l'extérieur. Bell prit une profonde inspiration, ouvrit la portière de la voiture et aida Chaitsu à sortir. 2 gardes à la porte sursautèrent et reculèrent quand l'énorme mastif napolitain descendit, son visage ridé ressemblant à quelque chose tiré directement d'un cauchemar. Mais Shazer n'était pas aussi effrayant que son apparence. Le chien se déplaçait lentement, chaque pas lourd, comme si chaque foulée demandait un effort extraordinaire. La gardienne Holbrook vint les rencontrer à la porte elle-même, son visage toujours figé dans une froideur professionnelle. Mais quelque chose changea dans ses yeux alors qu'elle regardait le vieux chien avancer avec difficulté. Elle les informa qu'ils avaient 15 minutes et que c'était une exception sans précédent dans l'histoire de la prison. Belle hocha la tête, ne disant rien, et mena Césarée à travers la première porte de sécurité. La porte d'acier se referma derrière elle comme un clou de cercueil résonnant dans le couloir réfrigéré. À travers la deuxième porte, un autre claquement. À travers la troisième, puis la quatrième. Chaque bruit de fermeture lourd comme un compte à rebours de ce qui restait, comme un rappel que ces 15 minutes s'épuisaient une seconde à la fois. Chisa continua de marcher, sans hésiter, les yeux fixés droit devant, comme s'il savait exactement où il devait aller, exactement qui il devait voir. 6 ans d'attente près de la porte, 6 ans d'oreilles dressées pour des pas familiers. Et maintenant, enfin, il était sur le point de voir le propriétaire qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. 15 minutes, 900 secondes. C'était tout ce qu'ils avaient. Un homme sur le point de mourir, la femme qu'il aimait, et un chien qui avait attendu 6 ans pour voir son propriétaire une dernière fois. La salle de visite spéciale ne ressemblait pas aux zones de visite habituelles de la prison. Il n'y avait pas de cloison en verre, pas de téléphone pour parler à travers, seulement une table métallique froide et quelques chaises en plastique. C'était une exception réservée aux condamnés. Un dernier brin d'humanité avant que la loi ne leur ôte la vie. Belle se tenait dans la pièce avec Chessard, son cœur battant contre ses côtes, sa main serrant la laisse si fort que ses phalanges étaient devenues blanches. Puis la porte de l'autre côté s'ouvrit. Conrad fut conduit à l'intérieur, ses mains menottées devant son estomac,
La tenue orange du couloir de la mort pendait lâche sur son corps émacié. Il entra et vit César. Le temps sembla s'arrêter. 6 ans de séparation. 6 ans à se voir seulement à travers une vitre. 6 ans d'attente. Tout cela écrasé en ce seul moment. César reconnut son propriétaire instantanément. Le vieux chien essaya de courir vers Conrad, ses pattes arrière tremblantes, ses pas chancelants, mais il continua, toujours fonçant vers l'homme qu'il avait attendu pendant 288 jours. Le garde retira les menottes de Conrad et Conrad tomba à genoux aussitôt, enroulant ses bras autour de la fourrure grise ridée. Il chuchota au chien, lui demandant s'il l'avait encore attendu après tout ce temps. Cheshire laissa échapper un gémissement bas, un son étranglé du fond de sa gorge, et commença à lécher le visage de Conrad encore et encore. Sa queue courte remua faiblement, mais sans s'arrêter, comme s'il essayait de dire à son propriétaire qu'il n'avait jamais oublié, pas un seul jour. Le chien avait attendu, avait cru, avait aimé, sans jamais avoir besoin d'une promesse. 6 ans de séparation se dissolurent en quelques secondes, alors que l'homme et le chien se tenaient l'un l'autre sur le froid sol de la prison. Belle se tenait près de la porte, des larmes coulant sur ses joues hors de son contrôle. Elle regarda l'homme qu'elle aimait tenir le chien qu'ils avaient tous deux sauvé d'un refuge des années auparavant. Et elle sentit son cœur se briser en 1 million de morceaux. Ceci pourrait être la dernière fois qu'elle voyait cela. La dernière fois qu'elle vit Conrad sourire. La dernière fois que Césarée put être avec son propriétaire. Conrad leva la tête pour regarder Belle, ses yeux brouillés de larmes, pourtant éclairés d'une gratitude profonde et stable. Il la remercia pour avoir gardé ses sœurs pour lui pendant 6 ans, pour ne pas avoir abandonné le chien, peu importe à quel point sa vie était devenue difficile. Belle s'approcha, s'agenouilla à côté d'eux, sa main caressant le pelage gris de César, tandis que ses yeux ne quittaient jamais Conrad. Elle dit qu'elle le garderait. Toujours, toujours, une promesse qui n'avait pas besoin d'être prononcée à voix haute. Conrad la regarda, et pour la première fois en 6 ans à regarder à travers la vitre, il put vraiment voir à quel point elle avait changé. Belle était devenue plus mince, ses clavicules saillantes sous une peau pâle, des cernes sous les yeux par manque de sommeil, et ses mains ne cessaient de trembler. Il demanda si elle allait bien, et Belle essaya de sourire et dit qu'elle allait bien, qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour elle. Conrad savait qu'elle mentait. Il savait qu'elle avait perdu son emploi à l'hôpital, savait qu'elle travaillait des quarts de nuit dans un café pour s'en sortir, savait que le monde entier lui avait tourné le dos pour l'avoir aimée. Mais il n'avait pas le temps de discuter, n'avait pas le temps de faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il put faire fut de prendre sa main et de lui dire qu'elle devait continuer à vivre, devait lui promettre qu'elle ne le laisserait pas sa mort l'entraîner vers le bas. Belle secoua la tête, les larmes coulant abondamment, et elle dit qu'il n'avait pas tué le sénateur Calloway, qu'elle l'avait toujours su dès le premier jour. Conrad prit sa main et la plaça sur la fourrure de Chisure, afin que 3 vies puissent se toucher en ce moment final. Il dit que c'était suffisant qu'elle croie que c'était la seule chose qu'il devait emporter avec lui de l'autre côté. Chisure s'allongea aux pieds de Conrad, posant sa lourde tête sur la chaussure de Conrad, tout comme il le faisait dans ce penthouse surplombant Manhattan, quand la vie avait encore été belle et l'avenir encore grand ouvert. 15 minutes passèrent comme 15 secondes. Pas assez pour dire tout ce qui avait besoin d'être dit. Pas assez pour aimer tout ce qui avait besoin d'être aimé. Pas assez pour vivre tout ce qui avait besoin d'être vécu. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir et un garde apparut dans l'embrasure de la porte, sa voix froide alors qu'il annonçait que le temps était écoulé. Conrad tint Chisée une dernière fois, embrassa la tête du chien et chuchota au revoir, disant que Chisure était la meilleure chose qu'il ait jamais eue dans sa vie. Conrad se leva, prêt à être emmené. Ceci était de la fin. Ceci était la dernière fois qu'il les verrait, la femme qu'il aimait et le chien qu'il avait sauvé. Du moins, c'était ce qu'il pensait. Mais le destin avait d'autres plans.
L'instant où le garde s'avança pour menotter Conrad et l'emmener, quelque chose que personne n'attendait arriva. Chasseur, le chien qui gisait tranquillement aux pieds de son propriétaire quelques secondes auparavant, convulsa soudainement avec une force terrifiante. Son corps entier de 70 kilos trembla violemment sur le sol de la prison, ses yeux roulant en arrière jusqu'à ce que seuls les blancs apparaissent. De la mousse florissant à sa gueule en un déversement brillant et écumeux. Un son de douleur s'échappa de sa gorge, un son que Belle n'avait jamais entendu en 6 ans de soins pour lui. Elle cria le nom de Cheshire, sa voix déchirant le silence de la prison alors qu'elle fonçait vers lui. Conrad se dégagea de la prise du garde, ne se souciant pas de ce que cela lui coûterait, et se précipita pour prendre Cheshire dans ses bras, le suppliant de ne pas partir, de ne pas le quitter maintenant. Les gardes se figèrent en panique, les mains planant sur leurs étuis, impuissants devant une situation pour laquelle aucun d'eux n'avait jamais été entraîné. La gardienne Holbrook apparut dans l'embrasure de la porte, saisit la scène en un seul battement de cœur et ordonna un médecin immédiatement. Le médecin de la prison arriva en quelques minutes avec un sac d'urgence. Il injecta un médicament stabilisant à César et lentement les convulsions commencèrent à s'apaiser. Le chien s'effondra à plat sur le sol, haletant, terriblement faible. Ses yeux ambrés se troublèrent alors qu'il se tournait vers Conrad, comme pour s'excuser de l'avoir effrayé. Le médecin commença à l'examiner, main pressant et palpant le long du corps du chien. Et quand il atteignit l'abdomen, il s'arrêta, fronçant les sourcils. Il dit que quelque chose était anormal. Il y avait une masse dure dans l'estomac qui n'avait rien à faire là, et ils avaient besoin d'une radiographie tout de suite pour déterminer ce que c'était. Cheshire fut emmené à l'infirmerie de la prison sur une civière improvisée. Belle suivit, sa main ne quittant jamais la fourrure grise du chien, tandis que Conrad était retenu par 2 gardes, mais autorisé à regarder de loin. L'appareil de radiographie vieillissant de la prison bourdonnait et claquait, et quelques minutes plus tard, l'image apparut sur l'écran. Le médecin resta immobile, les yeux s'écarquillant alors qu'il fixait ce qu'il voyait. 2 découvertes choquantes ressortaient avec une clarté brutale. Le premier était un objet métallique rectangulaire reposant soigneusement dans l'estomac du chien, de la taille d'un pouce, indéniablement artificiel, quelque chose qui n'aurait pas pu se retrouver là naturellement. Le deuxième était une dispersion de petites taches blanches réparties dans les os de Césarie, des côtes au bassin à la colonne vertébrale, le signe classique d'un cancer des os qui avait métastasé. Le médecin dit que l'objet avait été dans l'estomac du chien pendant très longtemps, à en juger par le tissu qui s'était formé autour, possiblement 5 à 6 ans. Belle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle demanda ce qui pouvait être à l'intérieur de son chien. Le médecin secoua la tête et dit qu'il ne savait pas. Mais il y avait une chose qu'il savait pour certain. Ce chien avait un cancer des os avancé, une maladie qui se développait depuis au moins 2 à 3 ans. Belle s'effondra sur une chaise en plastique dans l'infirmerie, fixant l'écran de radiographie à ses taches blanches létales, se frayant un chemin à travers le corps de César. Elle demanda pourquoi elle n'avait pas su, pourquoi le chien ne l'avait pas laissé voir qu'il souffrait. Le médecin expliqua que les mastifs napolitains étaient une race extraordinairement stoïque. Ils cachaient instinctivement la douleur pour ne pas devenir un fardeau pour la meute, et César l'avait caché tout ce temps sans une seule plainte. La gardienne Holbrook fut appelée. Elle étudia la radiographie, étudia l'objet métallique mystérieux dans l'estomac du chien, puis jeta un coup d'œil à l'horloge au mur. 45 minutes restaient jusqu'à l'exécution. Elle resta en silence un long moment, puis elle prit une décision qui n'avait jamais été prise dans l'histoire de Riverbend. Elle ordonna une chirurgie pour retirer l'objet immédiatement et suspendit l'exécution jusqu'à ce qu'il puisse déterminer ce que c'était. Conrad fut informé dans la salle de préparation que le mandat de mort avait été retardé et il demanda pourquoi, mais personne ne répondit. Personne ne savait encore ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur du corps du vieux chien qui avait attendu pendant 6 ans.
Schultze fut emmené dans la salle d'opération de la prison. Le vieux chien frêle sur la froide table chirurgicale. Mais avant que les portes de la salle d'opération ne se referment, il lutta toujours pour tourner sa tête vers Conrad, les yeux ambrés semblant dire qu'il avait tenu quelque chose pour lui pendant 6 ans, sans oublier un seul jour. Pendant 6 ans, la vérité n'avait pas vécu dans des témoignages, n'avait pas vécu dans des salles d'audience, n'avait pas vécu dans des appels échoués. Elle avait vécu à l'intérieur du corps d'un chien fidèle. À côté de la maladie qui le tuait silencieusement, Chesser avait porté les deux, le secret et la douleur, sans une seule plainte. La chirurgie dura près d'1 heure. Le médecin de la prison travailla soigneusement sur le corps frêle du vieux chien, séparant chaque couche de tissu pour atteindre l'objet étranger dans l'estomac. Quand il le retira finalement, toute la salle d'opération tomba silencieuse. C'était une petite clé USB scellée à l'intérieur d'un boîtier en plastique dur, le genre de protecteur étanche et résistant au choc que les gens utilisent pour garder des choses importantes en sécurité. Le boîtier avait jauni avec l'âge, et le tissu du chien s'était enroulé autour de lui comme un cocon, preuve que l'objet avait séjourné dans l'estomac de César pendant au moins 6 ans. Le médecin posa soigneusement l'USB dans un plateau métallique et la gardienne Holbrook ordonna immédiatement de l'envoyer à l'unité technique de la prison pour être déchiffré aussitôt. Elle ne savait pas ce qu'elle tenait, mais les instincts d'une femme qui avait travaillé dans le système judiciaire pendant 30 ans lui dirent que ce n'était pas petit. 1 heure plus tard, un technicien appela la gardienne Holbrook à la salle informatique. Il s'assit devant l'écran avec un visage pâle, ses mains tremblant alors qu'il ouvrait chaque fichier sur l'USB. Le premier fichier était une vidéo cachée. L'image légèrement floue, mais l'audio clair. Dans la vidéo, 2 hommes étaient assis l'un en face de l'autre dans un restaurant luxueux. L'un était Salvatore Greco, le chef du trafic humain que Conrad avait autrefois considéré comme un ennemi. L'autre fit que le souffle de la gardienne Holbrook se coupa dans sa gorge. L'agent du FBI Kenneth Marsh, l'agent fédéral qui avait assisté à l'enquête sur le meurtre du sénateur Calloway 6 ans plus tôt. Dans la vidéo, Greco dit que Calloway prévoyait de témoigner devant le Sénat à propos de son opération de trafic et qu'il devait disparaître. Marsh hocha la tête et répondit qu'il s'en occuperait et qu'il le ferait porter à Bellini, tuant 2 oiseaux avec une pierre. Le deuxième fichier était un enregistrement audio de Marsh donnant des ordres à un tueur à gages, disant que cela devait être fait avec un couteau, que les empreintes digitales de Bellini devaient être laissées sur l'arme et qu'il s'occuperait du reste des preuves. Le troisième fichier était un document détaillé de virements bancaires. Juge Walter Hammond, l'homme qui avait présidé la condamnation de Conrad, avait reçu 500 000 $. Procureur Kristen Brennan avait reçu 300 000 $. Une note attachée les instruisait d'assurer un verdict de culpabilité et de s'assurer qu'aucun appel ne réussisse jamais. Le 4e fichier était le dossier complet sur le réseau de trafic de Greco, les noms des victimes, les lieux de détention, les comptes bancaires utilisés pour le blanchiment, suffisamment de preuves pour condamner Greco 10 fois. Quand la gardienne Holbrook eut fini de regarder, son visage devint blanc comme du papier. Elle laissa échapper qu'ils avaient presque exécuté un homme innocent, que pendant 6 ans, la vérité avait été juste devant eux, à l'intérieur du corps d'un chien fidèle. Mais comment l'USB avait-elle fini dans l'estomac de Chesser? La réponse se trouvait 6 ans plus tôt. La nuit fatidique où Conrad fut arrêté, Tommy Ritchie, 40 ans, était le garde du corps le plus loyal de Conrad, l'homme qui avait suivi son patron depuis les premiers jours de la prise de contrôle de l'Empire Bellini. Tommy avait enquêté discrètement quand il soupçonnait qu'il y avait une taupe à l'intérieur de l'organisation quand des accords secrets continuaient de fuiter. Quand les rivaux semblaient toujours connaître leurs mouvements à l'avance, l'enquête mena Tommy à une découverte horrifiante. Salvatore Greco avait comploté avec un agent du FBI pour détruire Conrad, pour prendre son territoire et retirer le seul homme se tenant sur le chemin de son empire de trafic. Tommy rassembla toutes les preuves sur une clé USB
ayant l'intention de la remettre à Conrad le lendemain matin. Mais cette nuit-là, Conrad fut arrêté pour le meurtre du sénateur Calloway. Et Tommy savait qu'il était surveillé. Il vit la voiture noire garée au coin, vit des ombres se déplaçant dans l'obscurité, sans issue et sans personne à qui il pouvait faire confiance pour prendre l'USB. Tommy fit la seule chose à laquelle il put penser. Il courut au penthouse de Conrad, où Shizora gisait là, attendant que son propriétaire rentre à la maison. Le chien leva sa tête quand il vit Tommy, sa queue donnant un petit remuement alors qu'il reconnaissait l'odeur familière. Tommy s'agenouilla à côté de Shizure, ses mains tremblant alors qu'il fourrait l'USB scellé dans un gros morceau de bœuf. Il dit au chien qu'il devait s'y accrocher, que son propriétaire était innocent, que Césari était le seul espoir maintenant, qu'il devait l'avaler, devait vivre, devait attendre. Césari regarda Tommy avec des yeux ambrés, comme s'il comprenait que cela importait, comme s'il comprenait que c'était une mission qu'il devait accomplir. Le chien avala la viande et l'USB sans hésitation. Tommy se leva, caressa la tête de César une dernière fois et lui dit les 2 derniers mots. « Bon garçon. » Cette nuit-là, Tommy Ritchie fut abattu dans un vol. Le dossier fut clos sans aucune enquête supplémentaire. Personne ne savait ce qu'il avait fait avant de mourir. Personne ne savait à qui il avait remis la vérité, mais Césari savait. Et le chien tint la promesse. Pendant 6 ans, pas un seul jour il ne cessa d'attendre. Pas un seul jour il n'oublia la mission que Tommy lui avait donnée. Tommy Ritchie mourut pour protéger la vérité. Mais avant de mourir, il la confia à la créature la plus fiable qu'il connaissait. Un chien qui n'a jamais trahi, jamais cédé, jamais cessé d'aimer, et César ne manqua pas à cette confiance. La gardienne Holbrook comprit qu'elle tenait quelque chose de beaucoup trop grand pour être géré par les canaux ordinaires. Un agent du FBI était impliqué, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait pas faire confiance au bureau local du FBI. Elle prit une décision audacieuse. Elle appela le directeur du FBI à Washington directement. L'appel au milieu de la nuit l'irrita d'abord, mais quand il entendit ce qu'il y avait à l'intérieur des fichiers sur cette clé USB, sa voix changea complètement. En quelques heures, des agents fédéraux de Washington affluèrent dans le New Jersey. Pas des gens du bureau de terrain local, mais une équipe d'enquête spéciale rapportant directement au quartier général. Détective Frank Morrison fut convoqué aussi. C'était l'homme qui avait monté l'affaire contre Conrad 6 ans plus tôt, l'homme qui avait été fier de son travail parfait, l'homme qui avait perdu le sommeil dernièrement parce que sa conscience le rongeait et il n'avait pas compris pourquoi. Maintenant, il comprenait. Quand Morrison s'assit et regarda ce qu'il y avait sur l'USB, tout ce qu'il avait cru s'effondra devant lui. La vidéo montrait Marsh et Greco discutant du plan pour tuer Calloway et l'imputer à Conrad. L'enregistrement révéla Marsh ordonnant à un tueur à gages de planter de fausses empreintes digitales. Les documents montrèrent que le juge et le procureur avaient pris des pots de vin pour garantir une condamnation. Morrison s'écroula dans une chaise, les 2 mains serrant sa tête, laissant échapper qu'il avait presque tué un homme innocent de ses propres mains. La preuve parfaite dont il avait autrefois été fier s'avéra être un piège soigneusement construit. Les empreintes digitales avaient été échangées. Le témoin avait été acheté. 2 millions de dollars sur le compte de Conrad avaient été plantés pour fabriquer un motif. Morrison fixa la photographie de Conrad dans le dossier, au visage de l'homme qu'il avait poussé dans le couloir de la mort, et il chuchota qu'il avait pris 6 ans de la vie de cet homme. 6 ans qui ne pourraient jamais être remboursés. Le FBI agit vite et agit ensemble, s'assurant que personne n'ait une chance de fuir. L'agent Kenneth Marsh fut arrêté à l'aéroport de Newark alors qu'il essayait d'embarquer pour un vol vers le Mexique. Il avait entendu parler de la chirurgie du chien et savait que tout était sur le point de s'effondrer, mais il n'avait pas couru assez vite. Des menottes claquèrent devant des centaines de caméras alors que des reporters envahissaient l'aéroport, son visage vidé de couleur, silencieux, ne disant pas un seul mot alors qu'il était conduit à un véhicule. Salvatore Greco ne se rendit pas si facilement.
Son manoir sur Long Island fut encerclé à 3 heures du matin par des agents du SWAT et fédéraux. Quand ils brisèrent la porte et se précipitèrent, Greco sortit une arme et tira en retour, blessant un agent. Il fut abattu sur place, mettant fin à la vie d'un trafiquant qui avait détruit des centaines de vies innocentes et mettant fin à l'empire criminel qu'il avait bâti sur 20 ans. Juge Walter Hammond n'attendit pas d'être arrêté. Quand le FBI arriva à son bureau le lendemain matin, ils le trouvèrent pendu par suicide. Sur son bureau gisait une lettre de confession de 5 pages avec une liste d'autres affaires dans lesquelles il avait pris des pots de vin pour condamner à tort. Hammond savait qu'il n'y avait pas d'issue, pas d'argent qui pourrait acheter le pardon pour ce qu'il avait fait. Procureur Kristen Brennan fut la seule qui ne résista pas. Quand des agents vinrent chez elle, elle ouvrit la porte avec un visage blanc comme du papier, comme si elle avait attendu ce moment pendant 6 ans. Brennan confessa tout en échange d'une peine réduite. Les noms des personnes impliquées, les montants des pots de vin, la façon dont ils s'étaient coordonnés pour s'assurer que Conrad ne soit jamais libéré. Elle fournit aussi des preuves de 4 autres condamnations injustifiées qu'elle et Hammond avaient exécutées sur les ordres de Griot. Gouverneur James Mitchell fut réveillé à 5 heures du matin pour entendre le rapport. Il signa un ordre suspendant l'exécution de Conrad Bellini indéfiniment et coordonna que l'affaire entière soit rouverte depuis le début. Dans une cellule à Riverbend, un garde ouvrit la porte et dit à Conrad qu'il n'allait pas mourir aujourd'hui. Que de nouvelles preuves suggéraient qu'il pourrait être innocent. Conrad s'assit immobile sur sa couchette, n'osant pas croire ce qu'il avait entendu. 6 ans d'attente, 6 ans à plaider son innocence, 6 ans de désespoir, et maintenant, quand il avait finalement accepté la mort, l'espoir revint sans avertissement. Les gens qui avaient construit la prison de Conrad entraient maintenant dans leur propre prison. La justice arriva 6 ans en retard, mais elle arriva. Et tout cela commença avec une simple demande, de voir son chien une dernière fois. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le jour où la clé USB fut trouvée dans l'estomac de César. Conrad fut déplacé du couloir de la mort à la population générale. Plus forcé dans les vêtements oranges d'un homme attendant de mourir. Plus surveillé 24 heures sur 24 comme un prisonnier dangereux se dirigeant vers l'exécution. Chaque accusation était en cours de révision. Le dossier de l'affaire avait été rouvert depuis le début avec les nouvelles preuves. Il n'était toujours pas libre, mais il n'était plus un homme comptant chaque seconde jusqu'à la mort. Belle fut autorisée à visiter. Et pour la première fois en 6 ans, elle n'eut pas à s'asseoir derrière une cloison de verre. Mais n'eut pas à parler à travers un vieux téléphone abîmé, n'eut pas à regarder l'homme qu'elle aimait à travers un verre épais et trouble. Elle entra dans la salle de visite et vit Conrad assis là. Pas de menottes, pas de garde se tenant assez près pour lui souffler sur la nuque. Seulement lui et une petite table entre eux. Ils restèrent immobiles et se regardèrent, et 6 ans, des milliers de rencontres à travers le verre. Des milliers de fois pressant une main sur cette surface glacée pour sentir le contour de la présence de l'autre personne, et jamais une fois ne pouvoir vraiment toucher. Conrad se leva, s'avança vers Belle et la serra dans ses bras. Elle trembla contre lui, des larmes coulant sans un son de sanglots. Seulement les larmes silencieuses de 6 ans d'attente, 6 ans de patience, 6 ans d'amour, sans aucune promesse d'avenir. Conrad chuchota à son oreille qu'il était là. Il était toujours là, comme s'il ne pouvait pas tout à fait le croire lui-même. Ils restèrent ainsi longtemps, ne disant rien, seulement absorbant la chaleur l'un de l'autre. Quelque chose qu'ils avaient tous deux pensé être partis pour toujours. Quand ils s'assirent enfin, Belle prit la main de Conrad. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais il y avait quelque chose d'autre en eux, une lumière que Conrad ne pouvait pas lire. Elle dit qu'elle avait quelque chose qu'elle devait lui dire, qu'elle l'avait gardé trop longtemps et ne savait pas comment le dire. Conrad, inquiet, demanda si elle allait bien, si elle était malade, ou si quelque chose était arrivé à ses oreilles. Belle secoua la tête et prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait chaque fragment de courage qu'il lui restait.
Puis elle prit de la main de Conrad et la plaça sur son ventre. Sous sa paume, le ventre de Belle n'était pas plat comme avant. Il y avait un doux gonflement sous la chemise ample qu'elle portait toujours quand elle venait visiter. Belle le regarda droit dans les yeux et dit qu'elle était enceinte de 5 mois. Conrad devint immobile. Il ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas parler, seulement la fixa avec des yeux écarquillés qui ne pouvaient pas l'intégrer. Belle expliqua que pendant sa 5e année d'emprisonnement, quand les appels échouaient et que sa date d'exécution était fixée, ils avaient demandé une disposition médicale spéciale par fécondation in vitro, FIV, utilisant ces échantillons préservés. Elle avait choisi de porter son héritage, déterminée à ce que sa lignée ne soit pas éteinte par une sentence injuste. Elle avait gardé la grossesse réussie secrète pendant les premiers mois, craignant que la nouvelle ne rende son exécution imminente plus agonisante. Elle ne voulait pas qu'il passe ses derniers instants à pleurer une fille qu'il ne pourrait jamais tenir. Elle ne termina pas la pensée avant que les larmes ne coulent à nouveau. Et Conrad tomba à genoux devant elle, pressant son visage contre son ventre, enroulant ses bras autour de la courbe arrondie qui contenait leur enfant. Pour la première fois en 6 ans, Conrad pleura, non de douleur, non de désespoir, mais d'espoir, de joie, d'un avenir qu'il avait cru perdu. Il chuchota. « Notre bébé, Belle. » Belle lui caressa les cheveux et dit « Le médecin croyait que c'était une fille, qu'il allait avoir une fille. » Conrad leva la tête, des larmes mêlées à un sourire. Le visage d'un homme à qui venait d'être tendue la chose la plus miraculeuse du monde. Il répéta « Une fille, je vais avoir une fille. » Belle hocha la tête, souriant à travers ses larmes, et dit que la petite fille aurait son père, après tout, un miracle qu'elle n'avait pas osé rêver pendant ces longs mois de procédures médicales et de batailles légales. Dans l'obscurité de la prison, une étincelle de lumière éclata. Non seulement l'espoir de liberté, mais l'espoir de vivre, d'aimer, de devenir père. Il y a 6 ans, Conrad pensait qu'il avait tout perdu. Maintenant, il comprit qu'il était sur le point d'avoir tout. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où la clé USB fut trouvée dans l'estomac de Chessur. 3 mois d'enquête. 3 mois de réexamen de chaque pièce de preuve. 3 mois à décoller couche après couche de la conspiration qui avait poussé un homme innocent dans le couloir de la mort. Enfin, l'audience finale arriva. Un nouveau juge, un homme sans lien avec l'ancienne affaire, s'assit haut sur le banc, regarda Conrad Bellini et prononça les 2 mots que Conrad avait attendu 6 ans pour entendre. Non coupable. Conrad se tint là dans le costume que Belle lui avait apporté, écoutant ces 2 mots résonner à travers la salle d'audience. La Cour accorda 10 millions de dollars en compensation pour 6 ans d'emprisonnement injuste. Mais il n'y avait pas de somme sur terre qui pourrait racheter le temps qui avait été volé. Les nuits dans une cellule glaciale, les visites à travers la vitre, les jeunes années emportées. Le lendemain matin, Conrad sortit par les portes de la pénitencier d'État de Riverbend. La lumière du soleil matinal brillante frappa son visage si fort qu'il dut fermer les yeux. Après 6 ans à ne voir la lumière du jour qu'à travers des fenêtres étroites, il prit une profonde inspiration, respirant l'air libre pour la première fois. Air qui ne sentait pas les barreaux de fer rouillés, ne sentait pas l'eau de javel de prison, seulement l'odeur de l'herbe, l'odeur du soleil, l'odeur d'un monde auquel il avait pensé ne jamais revenir. Belle attendait à côté du VUS garé à la porte, son ventre clairement arrondi à 8 mois de grossesse, son visage illuminé par le sourire que Conrad avait désiré pendant toutes ces années à l'intérieur. Et à côté d'elle était assis Chisari, beaucoup plus lent maintenant qu'avant, beaucoup plus faible que le chien qui avait autrefois pesé 70 kilos, mais sa queue remuait toujours quand il vit Conrad sortir. Conrad courut vers lui, tomba à genoux et serra le chien dans ses bras, chuchotant que César l'avait sauvé, les avait tous sauvés. Szur lécha son visage, laissant échapper un doux grondement joyeux, ses yeux ambrés s'éclairant comme s'il avait finalement accompli la mission
que Tommy Ritchie lui avait donné il y a 6 ans. Conrad se leva, tira Belle dans ses bras et l'embrassa. Leur premier baiser en 6 ans en tant qu'homme libre. Alors que Conrad était sur le point de monter dans le véhicule et de quitter l'endroit qui l'avait retenu pendant 6 ans, une berline noire s'arrêta à proximité. Détective Frank Morrison sortit. Il semblait bien plus âgé qu'il y a 6 ans. Son dos légèrement courbé, ses cheveux presque tout blancs, ses yeux lourds de culpabilité et de regret. Conrad le regarda. L'homme qui avait monté l'affaire contre lui. L'homme qui avait rassemblé des preuves que Conrad n'avait pas su être fabriquées. L'homme qui l'avait poussé dans le couloir de la mort. Morrison s'approcha, s'arrêta à quelques pas et fit quelque chose que Conrad n'attendait pas. Il inclina profondément la tête. Un salut de confession et d'excuse. Morrison dit qu'il ne méritait pas le pardon, qu'il avait pris 6 ans de la vie de Conrad, qu'il avait presque pris sa vie aussi. Le silence s'étira entre les deux hommes. Un qui avait autrefois été un criminel aux yeux de la loi et un qui avait autrefois représenté la justice. Conrad parla finalement. Il dit que Morrison avait fait son travail avec ce qu'il avait eu, que les preuves avaient été rendues trop parfaites, que les vraiment coupables avaient été punis. Morrison leva les yeux humides, et dit qu'il aurait dû regarder de plus près, aurait dû poser des questions plus tôt. Conrad hocha la tête et dit que Morrison regardait attentivement maintenant, qu'il avait aidé à découvrir la vérité ces dernières semaines, et c'était ce qui importait. Les deux hommes se serrèrent la main. Pas une réconciliation complète, car il y a des blessures qui ne peuvent pas guérir en un seul jour, mais un début, un premier pas sur le long chemin à venir. Sur le trajet vers la nouvelle maison près de la mer que Belle avait louée pendant qu'elle l'attendait, Conrad regarda par la fenêtre de la voiture des routes familières qu'il avait pensé ne jamais revoir. Il se tourna vers Belle et dit qu'il avait pris une décision. L'Empire Bellini finirait ici. Belle le regarda sans parler, attendant qu'il s'explique. Conrad dit qu'après 6 ans en prison, il avait eu beaucoup de temps pour penser qu'il ne voulait pas que sa fille grandisse dans l'ombre du monde souterrain. Ne voulait pas que la petite fille porte le nom Bellini comme une malédiction. Il remettrait tout ce qui était légitime à des gens qui le méritaient, démantèlerait ce qui restait, s'éloignerait complètement du monde que son père lui avait laissé. Belle prit sa main et dit qu'elle serait avec lui peu importe la route qu'il choisirait, qu'elle aimait Conrad, pas le chef Bellini. Conrad jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit Chizuré dormant sur la banquette arrière, sa lourde tête reposant sur le coussin de la voiture, sa respiration régulière mais faible. Il parla silencieusement au chien, lui disant qu'il avait eu une seconde chance et il ne la gâcherait pas. Conrad Bellini est entré en prison comme un chef mafieux. Il est sorti comme un homme libre, sur le point de devenir père, et prêt à laisser le passé derrière lui. Mais la vie ne donne jamais rien gratuitement, et le prix de 6 ans d'attente était sur le point d'arriver à échéance. 2 semaines après le jour, Conrad est sorti par les portes de la prison. La vie commença à s'installer dans un rythme régulier dans la petite maison au bord de la mer qu'ils avaient louée. C'était un petit endroit charmant avec un porche avant faisant face à l'océan, où Belle pouvait entendre les vagues chaque nuit et Conrad pouvait respirer l'air salé de la liberté. Belle passa la plupart de son temps à préparer la chambre du bébé, qui allait bientôt arriver, peignant les murs d'un rose pâle doux, accrochant d'adorables imprimés, pliant soigneusement les vêtements de nouveau-né dans les tiroirs de la commode. Conrad l'aida à assembler le berceau, à installer la table allongée, et pour la première fois en 6 ans, il eut l'impression de construire une vraie maison. Mais alors qu'il restait occupé avec les préparatifs pour l'avenir, un membre de la famille manquait silencieusement de force. Chezeux devint visiblement plus faible de jour en jour. Le chien ne se levait plus pour saluer Conrad chaque matin, comme il l'avait fait dans les premiers jours après la libération. Ne vagabondait plus jusqu'au porche pour goûter la brise marine, seulement gisait à un endroit sur le coussin moelleux que Belle avait acheté pour lui. Le mastif napolitain, qui avait autrefois pesé 70 kilos,
qui avait autrefois pu presser son corps sur la poitrine de Conrad pour le tirer à travers les nuits de cauchemar, ne pesait plus qu'environ 50 kilos. Ses côtes saillantes sous une peau lâche, son pelage gris plomb terni et dépouillé de son ancien éclat. Conrad savait que quelque chose n'allait pas juste l'âge. Il emmena César voir le docteur Rebecca Trent, une oncologue vétérinaire de premier plan dans le New Jersey, la spécialiste qui suivait l'état de César depuis la chirurgie en prison, qui avait retiré l'USB. Elle ordonna un bilan complet, un IRM, des analyses de sang, une échographie, tout ce que la médecine vétérinaire moderne pouvait offrir. Les résultats revinrent comme un éclair au cœur de Conrad. Le cancer des os s'était propagé à travers le corps de César, des os au foie, du foie aux poumons, des poumons jusqu'à la moelle épinière. Les taches blanches sur la radiographie que le médecin de la prison avait repérées des mois plus tôt s'étaient maintenant propagées comme un feu lent et couvant brûlant de l'intérieur. Le docteur Trent regarda Conrad avec des yeux pleins de compassion et dit que la maladie se développait depuis 3 à 4 ans plus tôt, que si elle avait été découverte 2 ans plus tôt, le traitement aurait pu prolonger sa vie. Mais maintenant, il était trop tard. Conrad demanda, sa voix s'étranglant, « Qu'est-ce qui arrive maintenant? » Et le docteur Trent secoua la tête et dit que la fenêtre de traitement était passée, qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire sauf donner à César le meilleur médicament contre la douleur, afin qu'il ne souffre pas dans ses derniers jours. Conrad s'agenouilla à côté de Chizuru sur la table d'examen, ses mains caressant la fourrure grise rugueuse qui avait perdu son ancien éclat brillant. Il demanda au chien depuis combien de temps il souffrait ainsi, pourquoi il n'avait jamais laissé personne savoir. Le docteur Trent expliqua gentiment que les mastifs napolitains étaient une race extraordinairement stoïque, qu'ils avaient un instinct à cacher la douleur pour ne pas devenir un fardeau pour la meute, et que Cheshire avait probablement souffert longtemps, à l'époque où lui et Belle étaient encore dans cet appartement minable, à l'époque où il s'était encore forcé à se lever pour saluer Conrad à la prison, et pourtant il ne l'avait jamais montré. Belle se tenait près de la porte de la clinique, des larmes coulant sur ses joues, alors qu'elle chuchotait que César avait attendu Conrad, que le chien ne s'était pas laissé tomber avant d'avoir vu son propriétaire libre, avant de savoir que la mission que Tommy Ritchie lui avait donnée était accomplie. Conrad regarda dans les yeux ambrés de César, des yeux qui le regardaient toujours avec amour, même si le corps sous eux échouait. Des yeux qui ne contenaient pas une seule trace de blâme ou d'amertume. Il chuchota au chien qu'il avait porté un secret dans son estomac pendant 6 ans, qu'il avait porté de la douleur dans ses os tout aussi longtemps, et demanda pourquoi il n'avait laissé personne savoir afin qu'il puisse être traité plus tôt. Cheshire lécha seulement la main de Conrad, comme si c'était la seule réponse qu'il avait, comme s'il disait que son travail avait été d'attendre, et il avait attendu et c'était suffisant. Le docteur Trent dit, « Cheese pourrait avoir quelques semaines, peut-être quelques mois. » Personne ne pouvait dire avec certitude, mais elle fournirait le meilleur médicament contre la douleur afin qu'il ne souffre pas, et elle exhorta Conrad à donner au chien les derniers jours les plus heureux possibles. Conrad tira Cheshire dans ses bras juste là sur la froide table d'examen. L'homme qui avait affronté la mort dans la chambre d'exécution sans peur, qui avait survécu à 2 déploiements de combat, maintenant pleurant comme un enfant. Il chuchota des excuses au chien. Désolé que Cheshire ait souffert seul pendant les années où Conrad avait été en prison. Désolé qu'il n'ait pas été là quand Cheshire avait le plus besoin de lui. Cheshire avait sacrifié 6 ans en silence, tenant le secret dans son estomac, tenant la douleur dans ses os, tenant l'espoir dans son cœur. Le chien ne demanda rien, ne se plaignit de rien, seulement attendit. Et maintenant, avec la mission accomplie, son corps fut finalement autorisé à céder. 3 semaines après que le Dr. Trent ait donné le diagnostic du cancer en phase terminale de Cheshire, Belle entra en travail plus tôt que prévu. À 2 heures du matin, elle se réveilla avec une douleur dure et lancinante, et ses os s'étaient rompus. Conrad paniqua,
la porta à la voiture, oublia même de mettre ses chaussures et réussit seulement à m'appeler l'hôpital pour les prévenir qu'il venait. Mais avant de quitter la maison, il se retourna et regarda César gisant sur son coussin, les yeux ambrés grands ouverts, le regardant comme s'il demandait où il allait. Conrad voulait dire au chien de rester à la maison et de se reposer, mais Shazar avait déjà essayé de se lever, les pattes tremblantes, le corps instable, comme s'il savait que ce soir comptait et qu'il devait être là. Conrad ne put se résoudre à refuser. Il souleva le chien et le plaça sur le chariot qu'ils avaient acheté pour que César puisse se déplacer. Et puis toute la famille se précipita à travers l'obscurité vers l'hôpital. Pendant 10 heures d'attente dans le couloir de l'hôpital, Conrad était assis sur une chaise en plastique dur, César gisant sur le chariot juste à ses pieds. Le chien était trop faible pour se tenir debout, trop faible pour remuer la queue, mais ses yeux ne quittèrent jamais la porte de la salle d'accouchement comme s'il la gardait, attendant, achevant le dernier devoir d'un protecteur. Des infirmières passèrent et fixèrent le chien étrange sur le chariot, surprise, mais personne n'eut le courage de dire à Conrad de le sortir. Et puis enfin, le cri d'un bébé s'éleva de derrière la porte. Le premier cri d'une nouvelle vie entrant dans le monde. Un médecin sortit avec un sourire et annonça que mère et bébé étaient en sécurité. Une petite fille en bonne santé pesant 3,2 kilos. Conrad entra dans la salle d'accouchement sur des jambes tremblantes et vit Belle sur le lit, épuisée mais radieuse de bonheur, une petite vie dans ses bras enveloppée dans une couverture rose. Belle chuchota que le bébé avait ses yeux et Conrad prit sa fille dans ses mains pour la première fois. Sentant le poids léger comme une plume d'une nouvelle vie, chair et sang des siens, des larmes coulèrent sur les joues de l'homme qui avait autrefois cru qu'il mourrait dans une chambre d'exécution, qui avait autrefois cru qu'il n'aurait jamais ce moment. Il chuchota bonjour à sa fille et la nomma Rosalie, le nom de sa mère, la femme qu'il avait perdue quand il était encore petit, et il dit au bébé que son père avait attendu longtemps. Conrad apporta Rosalie au chariot où César gisait, abaissant le bébé près du chien. Charles leva sa lourde tête, renifla le nouveau-né, puis étendit sa langue et lécha doucement la petite main du bébé. Conrad dit au chien que c'était Rosalie, sa fille, l'enfant que César l'avait aidé à vivre assez longtemps pour rencontrer. César baissa sa tête à nouveau, les yeux ambrés se posant sur le bébé avec un regard de satisfaction, comme s'il avait finalement accompli sa mission. Une semaine plus tard, une cérémonie métallique fut tenue à la résidence du gouverneur du New Jersey. La presse de toute l'Amérique afflua. Des caméras de télévision diffusèrent un temps direct à l'échelle nationale. Et des reporters internationaux étaient là aussi, couvrant l'histoire qui avait secoué le monde. Les invités incluaient le détective Morrison, la gardienne Holbrook, le père O'Brien, le docteur Trent et l'avocat Harrison Webb. Des personnes qui avaient joué des rôles cruciaux pour faire éclater la vérité. L'histoire du chien qui avait porté des preuves dans son estomac pendant 6 ans s'était répandue dans le monde entier. Le hashtag, le témoin silencieux, était en tendance sur toutes les plateformes de médias sociaux et Shazer était devenu un symbole de loyauté admiré par toute l'humanité. Conrad mena Shazer dans le hall, le chien placé sur un chariot spécial car il n'avait plus la force de marcher loin. Mais quand ils atteignirent le devant de la scène, quand Césarée vit des centaines de personnes debout et attendant, il commença à bouger sur le chariot comme s'il voulait descendre. Conrad hésita, mais Shazer était déterminé, luttant pour glisser. Conrad le descendit finalement doucement au sol, et Shizé se leva sur 4 pattes tremblantes. Le vieux chien se déplaçait très lentement, chaque pas un effort douloureux, comme s'il marchait sur du verre brisé, comme si chaque pas demandait le dernier brin de force restant dans son corps épuisé. Mais sa tête resta levée, jamais inclinée, comme un guerrier marchant vers la bataille finale de sa vie. Belle suivit derrière, berçant Rosalie d'une semaine dans ses bras, le bébé dormant paisiblement, inconscient du moment historique qui se déroulait. L'audience dans le hall se leva en une seule vague d'applaudissements.
Non pour Conrad, non pour les enquêteurs, mais pour César. Le chien tremblant avançant un pas à la fois vers la scène. Gouverneur James Mitchell s'approcha du microphone, sa voix baissant alors qu'il dit qu'il y a 6 ans, il avait presque signé un ordre pour tuer un homme innocent. Que le système de justice qu'il représentait avait terriblement échoué. Mais il y avait eu un témoin qui n'avait jamais abandonné. Un témoin qui ne pouvait pas parler, ne pouvait pas témoigner en cours, ne pouvait pas écrire un appel. Il savait seulement attendre. 600 en silence, en douleur, en espoir, le gouverneur descendit de la scène, s'agenouilla devant César et déclara qu'aujourd'hui il avait l'honneur de décerner la médaille du courage du gouverneur pour la première fois dans l'histoire à un citoyen à 4 pattes. Il plaça la médaille d'or autour du cou de César, le chien au visage profondément ridé, les côtes apparentes, le corps émacié, mais les yeux ambrés, toujours brillants alors que le métal scintillait contre la fourrure grise. Des photographes photographiaient furieusement, des flashs éclatant partout dans la salle, et cette image entrerait dans l'histoire comme un symbole de loyauté au-delà de toute limite. Ce fut le jour le plus glorieux de cette durée. Le chien, autrefois abandonné dans un refuge parce qu'il semblait trop effrayant, était maintenant honoré par tout l'État comme un héros. Il avait attendu assez longtemps pour voir son propriétaire libre, pour rencontrer Rosalie, pour recevoir une médaille. Maintenant, il pouvait se reposer. 5 jours après la cérémonie de la médaille, Chuzuré devint visiblement plus faible. Le chien ne pouvait plus manger. Même ses aliments préférés ne pouvaient le faire avaler. Il ne pouvait prendre qu'un peu d'eau quand Conrad apportait le bol jusqu'à sa gueule. César gisait sur le coussin moelleux près de la fenêtre, faisant face à la mer, où le soleil de fin d'après-midi pouvait réchauffer le pelage gris qui avait perdu toute sa vitalité. Mais chaque fois que Belle posait Rossi à côté de lui, le vieux chien essayait toujours de lever sa tête, étirant sa langue pour lécher doucement la petite main du bébé, comme si c'était le dernier devoir qu'il avait à accomplir, le devoir de protéger la prochaine génération de la famille qu'il aimait. Cet après-midi-là, quand la lumière du soleil commença à devenir dorée et que le ciel vira à l'orange-rouge, Conrad s'assit à côté de César et regarda dans les yeux ambrés qui s'éteignaient lentement. Il savait que le moment était venu, non pas parce qu'un médecin l'avait dit, non pas parce que le médicament contre la douleur ne fonctionnait plus, mais parce qu'il le sentait dans les yeux du chien, dans la façon dont César le regardait, comme s'il essayait de dire au revoir. Conrad demanda à Césarée s'il voulait aller à la mer une dernière fois pour respirer le vent salé qu'il avait autrefois aimé les jours où il avait été fort. La queue de César donna un faible remuement, seulement le plus petit mouvement, mais c'était le oui le plus clair qu'il pouvait offrir. Conrad souleva Chizuré. Le chien ne pesait qu'environ 50 kilos maintenant. Mais pour Conrad, il ne se sentait pas lourd du tout. Il le porterait partout où le chien voulait aller. Il l'emmènerait au bout du monde si c'était ce dont il avait besoin. Il sortit vers la plage privée derrière la maison où la marée se retirait, laissant une étendue de sable mouillé qui reflétait le coucher de soleil comme un miroir géant. Conrad posa Césarée sur une élévation de sable chaude et sèche, puis s'assit à côté de lui. 2 vies qui étaient passées par l'enfer ensemble, il était un revenu. Le vent de la mer bougea à travers la fourrure grisée de César, portant l'odeur du sel, l'odeur du vaste océan ouvert, l'odeur de la liberté. Chise l'inspira, son nez donnant un petit tressaillement alors qu'il captait les odeurs familières. Peut-être était-ce ce qu'il voulait sentir une dernière fois avant de partir. La mer, liberté, le monde au-delà des murs de la prison où son propriétaire avait été détenu pendant 6 ans. Conrad gratta derrière l'oreille du chien, juste à l'endroit que Cheshire aimait toujours, l'endroit qu'il avait gratté des milliers de fois dans les années avant l'arrestation. Il chuchota au chien que savait-il qu'il était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Conrad dans cette vie. Cheshire le regarda, les yeux ambrés toujours pleins d'amour, même alors qu'il s'assombrissait, même alors que la lumière dans ses yeux s'estompait comme une bougie dans le vent.
Conrad continua, disant que Césarée l'avait sauvé de la mort dans la chambre d'exécution, lui avait donné une famille à retrouver. La médaille d'or scintillait toujours sur le cou du chien, captant la dernière lumière du soleil et brillant comme une petite étoile. Belle apparut de la maison, Rosalie dans ses bras, et descendit lentement vers la plage. Elle ne parla pas. Elle s'assit seulement à côté de Conrad et César, reposant sa tête sur l'épaule de Conrad. Rosalie dormait paisiblement dans les bras de sa mère, ne sachant rien de l'adieu qui arrivait, rien de l'ami à quatre pattes qui ne serait pas là quand elle grandirait. Chézare posa sa lourde tête sur la cuisse de Conrad, tout comme il l'avait fait pendant toutes les années avant l'arrestation de Conrad, tout comme il l'avait fait dans le penthouse surplombant Manhattan, quand la vie avait encore été belle. Le chien regarda la mer où le soleil s'enfonçait lentement au-delà de l'horizon, transformant le ciel et l'eau en un rouge-orange brillant. La respiration de César était régulière, paisible, comme s'il glissait dans un sommeil profond sans cauchemar. Conrad resta là, ses mains caressant la fourrure grise rugueuse, sentant chaque souffle monter et descendre sous sa paume. Le souffle de Césarée ralentit, l'espace entre eux s'étirant plus longtemps à chaque fois, et puis il n'y eut plus de souffle du tout. Conrad savait que le moment était venu, mais il ne bougea pas, ne parla pas. Il s'assit seulement là, tenant le chien qui avait cessé de respirer, fixant la mer où le soleil disparaissait. Des larmes coulèrent sur ses joues, tombèrent sur la fourrure grise et s'enfoncèrent dans le corps immobile de la créature la plus loyale qu'il ait jamais connue. Belle pleura sans un son à côté de lui, ses épaules tremblant, mais elle essaya de rester silencieuse pour ne pas réveiller Rosalie. Le métal scintillait toujours sur le cou du chien, captant les derniers rayons du jour, brillant comme un rappel de courage silencieux. À l'horizon lointain, la ligne entre mer et ciel se fondait lentement dans la lumière déclinante. César avait attendu assez longtemps, attendu de voir son propriétaire libre, attendu de rencontrer Rosalie, attendu de recevoir une médaille. Maintenant sur la plage qu'il aimait, dans les bras des gens qu'il aimait, le vieux chien fut finalement autorisé à se reposer. Conrad s'assit sur la plage longtemps, tenant Césarée dans ses bras, regardant le soleil disparaître complètement sous l'horizon. Belle resta à côté de lui. Rosalie dormait toujours paisiblement dans les bras de sa mère, inconsciente de la perte qui venait de se produire. Le ciel passa lentement de l'orange au violet, puis au bleu profond de la nuit, et les premières étoiles commencèrent à apparaître, scintillant au-dessus. Conrad chuchota au revoir au chien, disant « Je raconterai à ma fille sur toi tous les jours jusqu'à ce que je te revoie quelque part de l'autre côté. » Il se pencha et embrassa la tête de Césarée une dernière fois, la fourrure grise devenant plus froide, le front ridé qu'il avait caressé des milliers de fois. Belle dit doucement que Césarée avait attendu jusqu'à ce qu'il sache que Conrad était heureux. Avait attendu jusqu'à ce que,